Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour, premier de la semaine. Aujourd'hui, lundi 31 mai. Sachez que c'est le début du Computex à, à Taipei, à Taïwan. Donc, beaucoup de news par rapport à ça, forcément. Mais aussi d'autres trucs. Déjà, on va commencer par des photos de nuages sur Mars. Pourquoi? Parce que c'est stylé. Ensuite, on passera au traditionnel prix du lundi. Donc, on va avoir le petit suivi des prix sur les cartes graphiques, les processeurs, les kits de RAM et du SSD. Pas beaucoup de changements hein, en ce moment sur à peu près tous ces secteurs. Autant les cartes graphiques, on pleure un peu, autant la RAM et les SSD, c'est plutôt bien. Ensuite, on aura petite partie jeux vidéo avec d'abord un calendrier des plus grosses annonces à venir cet été par rapport aux jeux vidéo à base de Summer Game Fest, E3, événements Ubisoft, événements Xbox. Il va y avoir beaucoup de choses et des choses qui se superposent. Bienvenue dans le monde du virtuel. Tout le monde fait des annonces en même temps, ça va être incroyable. Ça va être dur de suivre pour les gens qui traitent l'actualité jeux vidéo, ça va être lourd et chargé. Ensuite, on aura un petit point, toujours dans le jeu vidéo, sur Microsoft Flight Simulator qui connaît une mise à jour qui baisse drastiquement son poids sur vos disques durs. C'est assez incroyable, on divise par deux. On divise par deux et on était sur énorme à la base, on passe sur quelque chose de plus correct. Je sais pas comment ils font, faudrait m'expliquer, mais c'est assez fou. On finira sur les jeux vidéo avec petit point modèle économique. Deux exemples, Destruction All-Star qui a été lancé sur PS5 et qui a du mal à vivre. Et un peu différent, Knockout City qui lui a fait un très gros départ lors de sa phase de gratuité temporaire. Ça devait devenir payant là maintenant au bout de 10 jours. Ils ont fait un petit pas en arrière, mais un tout petit, ça reste Electronic Arts, hein, ils veulent quand même vous le faire payer un moment. Donc à voir, mais visiblement ils écoutent les joueurs et ils se rendent aussi compte de l'intérêt d'avoir une grosse communauté sur un jeu de PVP qui peut potentiellement devenir un jeu avec une scène compétitive, tout ça. On parlera rapidement de la pénurie des composants avec deux annonces faites par des géants. D'abord, Apple et Samsung qui annoncent un peu conjointement des problèmes, notamment au Vietnam à cause du Covid qui est encore très présent visiblement au Vietnam et qui est en pic donc qui pose des problèmes dans les usines pour la production. Et d'un autre côté, Intel qui eux aussi font des annonces par rapport à la pénurie, mais pas du tout de la même façon. Eux, ils veulent avoir des contrats et vendre des puces à des gens qui ne s'étaient pas encore tournés vers eux. C'est assez paradoxal. Sur à peu près le même fond de crise, la communication sur un même point n'est pas du tout la même. Donc c'est assez marrant, surtout que ça arrive vraiment en même temps. On continuera avec Xiaomi qui nous présente un moyen de charge qu'ils annoncent révolutionnaire. Il faut faire attention, il y a des douilles. Comme souvent dans les révolutions dans la charge, il y a souvent des douilles. Vu qu'on n'a toujours pas vraiment fait d'innovation dans les batteries, faut pas rêver, il n'y a rien de magique. On parlera longuement du Computex, on a pas mal de trucs à dire dessus, les conférences, les grosses conférences attendues, notamment celles qui vont arriver dans la nuit prochaine et demain matin. Mais aussi déjà des trucs qui ont été présentés, des trucs certains sympas, d'autres moins. Euh, il y a de tout et de rien pour l'instant, mais on attend les plus grosses conférences encore, donc c'est que le début. On aura une petite partie
périphérique avec un objet chelou et une souris à 15 €, voire moins de 15 €. Vous verrez, hein, pareil, il n'y a pas de miracle. C'est pas cher, mais il faut renier sur des trucs. L'autre, c'est un objet chelou, vous verrez. On aura un boîtier édition limitée chez NZXT qui n'est pas cher pour une édition limitée, attention, et pour un boîtier NZXT. Et on finira avec les cartes graphiques. Pas de news transcendante. Comme d'hab, on aura les stocks à la fin. Mais bon, pas rêver. C'est pas pour tout de suite le changement sur les cartes graphiques, malheureusement. On commence tout de suite avec des nuages sur Mars. Du coup, juste c'est stylé. En vrai, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais ça fait toujours plaisir de voir que Curiosity découvre encore des trucs. Et voici un cliché. Alors là, j'imagine que le cliché est un peu retravaillé. Mais voilà, des nuages pris en photo sur Mars. C'est pas spectaculaire, mais voilà, sur Mars aussi, il y a des nuages. Donc j'imagine qu'ils ne sont pas composés des mêmes gaz que chez nous. Mais il y a un système identique, et ça, c'est assez marrant. Et de l'avoir en photo, c'est assez incroyable. Mais on va pas y passer plus de temps que ça, parce que voilà, ça reste des nuages. On commence tout de suite les prix avec les cartes graphiques habituelles. Niveau disponibilité, ça n'a pas vraiment changé. Même si côté AMD, on a un peu plus de disponibilité sur plus de références. On verra ça à la fin. Mais sinon, au niveau des prix, ça n'a pas vraiment changé. On a les 2060 qui augmentent à 580 € les moins chers. Ça fait quand même mal. Après, la disponibilité, même sur les 2060, reste très faible. Et on a des 3060 qui s'affichent à 420 €. Bien sûr, à ce prix-là, elles ne sont pas disponibles. Celles qui sont disponibles sont plutôt aux alentours de 650 €. Hein, voilà. Au moins cher, on a des modèles plus chers. On a toujours des modèles plus chers. Ça, c'est jamais un problème de trouver des modèles plus chers. Les modèles les moins chers sont toujours celles qui restent le moins longtemps. Donc voilà, pas vraiment de variation de prix à part sur les 2060 réellement. Vu que les 3060 à 420 € sont seulement listés mais pas disponibles. Et toujours une disponibilité assez hasardeuse et des stocks qui arrivent de temps en temps. Il n'y a pas zéro disponibilité, juste ça tient très peu de temps à chaque fois et c'est sur du prix plutôt élevé. Côté processeur, maintenant, pas beaucoup de changements non plus. On a chez Intel un seul changement cette semaine sur le i5 dernière génération. Il perd 10 €, il était à 290, il passe à 280. Rien de transcendant, mais voilà, les gens qui sont fanboy Intel et qui veulent s'acheter le dernier i5, il est un peu moins cher. Côté AMD, on a des petites variations sur les Ryzen 3000. Le Ryzen 5 3600X, il baisse. Ça reste une baisse intéressante. On passe de 291 à 269. C'est un processeur qui est encore très performant, encore à l'heure actuelle, hein, aucun problème, même s'il y a eu sa version Ryzen 5000. Ça reste un très bon processeur, notamment pour du jeu vidéo. Là-dessus, ça passe très très bien. S'il vous faut plus puissant, on a le Ryzen 9 3900X qui perd 30 €. Il se retrouve à 410. 410 est bien plus cher, oui, mais on est sur du processeur bien plus performant aussi. Il aura 12 cœurs et toutes les performances associées, donc on n'est vraiment pas sur le même genre de processeur. Honnêtement, si vous voulez faire du jeu vidéo, ça sert à rien d'aller chercher un Ryzen 9. Il vous apportera pas grand chose et il vous coûtera cher. Et pas d'autres variations, c'est vraiment tranquille. Tout le monde, je pense que beaucoup attendent le Computex et les prochaines annonces pour peut-être varier un peu, même si on sait que du côté du matériel de bureau, on ne devrait pas avoir... en tout cas, on s'attend à pas grand-chose,
à part les cartes Nvidia qui seront toujours aussi problématiques à trouver. Donc on verra. Côté RAM, là, quasiment pas de changement à part des petits, voilà, 1 euro, 2 euros, 4 euros. Rien de bien transcendant. Encore une fois, on continue de croiser les doigts sur la RAM parce qu'on nous a annoncé une hausse mondiale et globale d'environ 20%. Vous voyez, hein, on a le graphique ici chaque semaine et nous, on l'a pas eu. Donc c'est cool. On va pas se mentir, c'est cool, mais ça peut toujours changer. Là, ça reste plutôt attractif et stable. Et ça, c'est quand même le plus sympa en ce moment. Des trucs stables, surtout quand c'est un prix attractif. Pareil, côté SSD, on est plutôt sur un moment où c'est assez peu cher. On a quelques variations, mais encore une fois, pas grand chose. C'est pas vraiment significatif. Et on est encore sur des prix attractifs. On n'a pas eu d'impact, notamment du Chia, la nouvelle crypto-monnaie qui fait fureur en Asie, sur nos supports de stockage, que ce soit disque dur ou SSD. Visiblement, pour un minage industriel de Chia, les gens ont l'air, dans un premier temps, plus de se tourner vers du disque dur grande capacité plutôt que vers des SSD qui ont du coup une durée de vie plus compliquée à gérer si vous les faites tourner H24. Donc voilà, des prix attractifs, pas de grosses variations et pour l'instant le Chia n'a pas frappé sur nos prix de support de stockage. C'est pas dit que ça continue, visiblement ça a l'air de quand même beaucoup plaire en Asie. On a fini avec les prix, on passe aux jeux vidéo et d'abord petit calendrier qui n'est pas du tout petit. Alors je vais vous enlever tout le blabla parce que va y avoir plein de choses d'annoncer par plein de gens. Donc si je devais tout vous détailler, on y passerait une demi-heure juste là-dessus. Ça n'a pas grand intérêt. Voici le programme de juin-juillet. Normalement en août il ne devrait pas y avoir grand chose, mais programme de l'été on va dire. Avec vraiment des événements divers et variés. Les plus grands sont tout de même le 3, l'Xbox Bethesda Showcase, l'Ubisoft Forward, Devolver Digital Showcase, mais aussi le Summer Game Fest qui va regrouper du coup plein d'acteurs, souvent plein d'acteurs qui peuvent pas forcément se permettre d'avoir leur propre événement comme les gros peuvent se le permettre. Xbox, Steam, EA, Ubisoft, Devolver. Donc beaucoup de choses qui vont arriver dans les jeux vidéo. Je sais pas trop, j'avoue que ces derniers temps, je me suis pas méga informé sur les prochaines sorties et les gros titres qui vont être annoncés cet été. Mais honnêtement, moi ce que j'espère, c'est de voir des titres compatibles ou exclusivité console, nouvelle génération, qui vont vraiment tirer parti et profit de toute cette puissance théorique qui pour le coup pour l'instant est quand même sous-utilisée par les jeux même derniers sortis, parce que on va en général chercher un maximum de plateformes disponibles. Du coup, on le rend compatible avec des plateformes moins performantes et on peut difficilement se permettre d'aller chercher vraiment le plein potentiel et d'optimiser pour une puissance plus grande. C'est effectivement, on voit pas trop parce que on a toujours cette idée de rendre les jeux disponibles pour justement les générations précédentes qui, en termes de performance, sont bien en dessous. Donc, tant que ce sera ça, c'est sûr qu'on n'aura pas un vrai gain. Et je pense que le seul moyen, et les entreprises qui fabriquent ces consoles ne sont pas encore prêtes à le faire, mais le seul moyen, c'est de rendre
des jeux exclusifs aux consoles next-gen. Alors c'est pas du tout... du coup c'est pas rendre le truc accessible, mais c'est le seul moyen pour avoir un jeu qui du coup soit vraiment beau, aille tirer un maximum de performance de la console et soit optimisé pour, parce que la réalité aujourd'hui c'est que les performances brutes c'est cool, mais l'optimisation c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc tant qu'on aura ce souci de multiplateforme et de compatibilité avec l'ancienne génération, on ne pourra pas avoir des jeux qui sont aussi beaux que ce qui devrait l'être sur ces consoles, qui sont quand même pour le coup ultra puissantes pour des consoles, hein. Là-dessus, faut être honnête, les nouvelles consoles sont ultra puissantes. On devrait avoir des débuts de réponse, hein, normalement durant ces événements où on verra probablement des extraits de gameplay sur des jeux qui sont pourquoi pas optimisés pour les nouvelles consoles et du coup aller chercher une qualité supérieure. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, c'est difficile de dire que ces nouvelles consoles sont indispensables pour jouer aux derniers jeux. Et c'est un peu dommage. Bon après, la disponibilité n'aide pas. La Switch, il n'y a pas de problème, hein, ça deviendra jamais un monstre de puissance. C'est pas le but. Et Nintendo, ils sont pas là-dedans. Ils sont pas là-dedans. Clairement pas. Toujours sur le jeu vidéo, et j'ai trouvé ça incroyable. Donc, si vous connaissez pas le célèbre simulateur de vol de Microsoft Flight Simulator, qui a reçu une mise à jour. Alors, il y a eu plein de trucs qui ont changé, mais honnêtement, moi, j'y joue pas et du coup, je m'en fiche un peu. Juste le poids. Le poids, je sais que c'est un jeu slash simulation slash logiciel, appelez ça comme vous voulez, qui prend énormément de place. En même temps, on a une modélisation 3D de beaucoup d'endroits du monde. Pas totalement tout, mais beaucoup d'endroits tout de même. Et du coup, forcément, ça devait être lourd. Ça, je suis d'accord, je comprends. Mais là, ils ont un secret. Ils ont un secret, ils sont passés de 170 Go. Donc effectivement, c'est très lourd. Mais on a le monde modélisé en 3D. À 83, en gardant les mêmes choses à l'intérieur. C'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on garde le même jeu pour l'utilisateur. Ça fait 2 fois moins de place sur son disque dur, mais il joue de la même façon. Rien n'a changé pour lui. Et ça, faut m'expliquer. Faut m'expliquer comment c'est possible. Il y a quand même deux idées possibles. Soit ils ont trouvé un nouveau moyen d'optimiser tout ça, et du coup, ils en font bénéficier un titre qui est très très lourd. Soit de base, ils ont fait les feignants, ils ont copié-collé 1 milliard de fois les assets, et du coup ça prend une place énorme, et là ils ont juste fait du ménage. J'espère pas, honnêtement, ça me ferait peur. C'est ce qui a été fait sur certains jeux, hein, où ils sont allés diminuer le poids. En réalité, ils ont juste optimisé un peu leur code pour avoir moins de redondance dans certains éléments lourds. J'espère... peut-être que c'est un peu des deux aussi. On va être optimiste et on va se dire que c'est un peu des deux. Mais ça montre une nouvelle fois que sur le poids des jeux, notamment certains titres qui sont lourds, parfois anormalement lourds, il y a du travail possible. Et avec un peu de travail et d'optimisation, on arrive à avoir des gains. Alors là, je vous avoue que passer de 170 Go à 83, c'est quand même assez surprenant, assez incroyable. Si on est optimiste, on va dire qu'ils ont trouvé une magie avec de l'intelligence artificielle. Si on est pessimiste, on va dire qu'ils avaient quand même codé ça de façon un peu bourrin. Donc à vous de juger, et on le saura jamais, hein, bien sûr, mais je trouve ça vraiment surprenant. Et honnêtement, c'est pas le premier allègement que je vois, mais aussi conséquent, si. On continue sur le jeu vidéo avec les modèles économiques. Premier exemple, Destruction All Star, qui est un jeu sorti sur PS5,
qui a été très mal annoncé d'ailleurs, qui a été annoncé comme exclusivité PS5 à 80 €, ce qui est le prix maximal des jeux PS5 possibles. Mais il était offert dans le PS Plus à son lancement. Donc déjà c'est très, très étrange. On l'offre à son lancement aux abonnés PS Plus. En général, on va pas se mentir, les gens qui ont une PS5, ils sont abonnés PS Plus. Faut pas se mentir. Et ensuite, on dit quand même que si vous voulez l'acheter en dehors du moment gratuit, ça vous coûtera 80 €, ce qui est juste indécent comme prix de jeu. Hein. Moi, je suis pas prêt à mettre 80 € dans un jeu. Je suis désolé. Je peux pas m'y... Pour l'instant, j'ai jamais fait et j'espère que j'aurai jamais à le faire parce que c'est vraiment très élevé et vraiment, c'est rendre un peu non accessible les nouveaux jeux vidéo. Ce qui est un peu triste, parce que quand même le jeu vidéo il est fait pour être massivement partagé et pas trop le jeu du marché de niche pour l'élite. C'est plus trop notre ère, et tant mieux en vrai. Et donc là, ce jeu est sorti il y a quelques temps maintenant, je vous avoue que je sais pas, mais ça fait plusieurs mois qu'il est sorti. Et là, ils sont arrivés à un moment où ils sont en galère. On parle ici d'un jeu de PVP où du coup il faut des joueurs pour lancer les games. Et ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont plus assez de joueurs. Parce que visiblement, pas assez de gens qui ont PS5 ou au moins pas assez de gens qui ont pris le jeu lors de sa gratuité dans le PS Plus. Et j'imagine encore moins de gens qui ont payé 80 € pour jouer à ce jeu. Donc ils sont en galère, ils ont plus assez de joueurs et vu qu'il faut des joueurs pour lancer les parties, et bah ça marche pas très bien. Alors du coup ils trouvent des solutions, on appelle ça le système D. Hein. Ils mettent des fils uniques pour plusieurs modes de jeu, comme ça bah, moins de temps d'attente et bah, vous savez pas trop à quoi vous allez jouer, mais au moins vous aurez des joueurs. Et en plus, s'il y a vraiment pas assez de joueurs, et bah ils ajoutent des bots. Et du coup, voilà, on se retrouve un peu sur un jeu qui est quand même très récent et qui semble être en fin de vie du fait de manque de joueurs. C'est en général un gros problème pour un jeu compétitif. Et du coup, bah, ce jeu qui devait avoir une vocation compétitive aura peut-être jamais l'occasion de s'y essayer. Parce que la disponibilité à la base et le nombre de joueurs minimum qui permet de faire vivre un jeu n'est pas atteint. Et c'est un vrai problème. Mais d'un autre côté, vendre un jeu 80 €, c'est très cher. Et pour le rendre massivement joué, c'est très compliqué. Donc peut-être que là, l'erreur est de ne pas avoir choisi un genre de modèle économique free-to-play pour du coup avoir une grosse communauté de joueurs, une grosse base de joueurs et pouvoir faire évoluer le jeu petit à petit et derrière créer un shop cosmétique comme ça l'est dans beaucoup de jeux. Ici, visiblement, ils sont quand même en train d'essayer de ne pas faire mourir le jeu en ajoutant des bots et des moyens de regrouper les joueurs dans des files. Mais si ça marche toujours pas, si les temps d'attente restent longs ou si les gens se rendent compte qu'ils jouent en permanence avec et contre des bots, et bah les joueurs ne vont pas rester et du coup le jeu va mourir à petit feu. Et c'est un vrai problème pour les jeux PVP en fait, parce que bah, si on n'a pas de joueurs, le jeu peut pas vivre. Du coup, deuxième exemple, c'est Knockout City. Alors, on est loin des 80 € ici sur ce jeu, heureusement. Parce que honnêtement, 80 €, faut pas déconner. Il y a un moment, faut pas déconner. 80 €, c'est quand même très cher. Donc, là, on parle d'un jeu à 20 € qui est maintenant plus en période de gratuité. Il est resté 10 jours suite à sa sortie gratuit. Maintenant, il est passé à 20 € en achat. Mais on voit que ils ont un peu peur de savoir le nombre de joueurs qui vont convertir
vu qu'ils font un pas en arrière en laissant une porte d'entrée gratuite au jeu avec un accès jusqu'à un certain niveau gratuit et ensuite si vous voulez continuer de jouer il faudra payer j'imagine. Euh, donc, donc voilà, hein, c'est toujours une question compliquée hein, pour un studio de savoir le modèle économique du jeu. Si on parle quand même d'un énorme studio qui est Electronic Arts, hein, c'est pas son premier coup d'essai. Et en général, Electronic Arts, ils aiment bien avoir un maximum de rentabilité sur leur jeu. Donc ici, ils ont décidé de garder ce modèle payant. Ils ont laissé cette porte ouverte suite à un peu l'avis du peuple qui a quand même massivement dit que c'est dommage que ce jeu ne soit pas un free-to-play avec un shop cosmétique payant. Je fais partie de ces gens, je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui peut connaître un carton encore plus s'il est free-to-play avec cosmétiques payants. Et on n'a plus besoin aujourd'hui de démontrer que ce genre de modèle économique fonctionne. On a quand même des titres massivement connus qui reposent sur ce modèle économique et qui vivent très bien. On peut en citer deux très simples, Fortnite et League of Legends, qui sont des titres qui sont largement bénéficiaires hein, pour leur studio et qui sont pourtant totalement free-to-play avec shop cosmétique uniquement pour garder l'aspect équilibre. euh, Parce que hein, forcément, si on a du shop qui donne des trucs en plus, bah du coup la compétition devient faussée et les gens perdent de l'intérêt pour le jeu. Donc honnêtement, moi je pense qu'il devrait être totalement gratuit. Rien n'est dit qu'il ne passe pas un jour totalement gratuit, hein. D'autres, notamment Rocket League, a fait ce choix. Et ça marche aussi plutôt bien pour eux. On continue assez vite sur les pénuries de composants. On va avoir deux annonces qui parlent toutes les deux des pénuries de composants, mais pas du tout de la même façon. C'est assez incroyable. D'abord, on a Apple et Samsung qui, eux, sont en galère et voilà, justifient leur galère, nous expliquent que ça va pas trop s'arranger pour eux parce que gros problème actuellement au Vietnam avec des nombreuses usines qui tournent au ralenti, des nombreuses usines qui fabriquent des composants pour Samsung, Apple et j'imagine d'autres personnes, hein. Donc d'autres vont être touchés. Juste eux c'est des gros, ils préfèrent prévenir euh, plutôt que guérir et ils ont raison. Donc repique d'épidémie du Covid-19 au Vietnam, ralentissement de la production logique, priorité à la santé. Ils en profitent pour voilà, se faire un peu de bonne pub en disant bah, nous, quand même, priorité à la santé avant l'argent, même si c'est pas toujours le cas malheureusement. Et du coup, bah, ils se justifient en disant que vu que priorité à la santé, risque de pénurie qui ne s'améliore pas de leur côté. Ça va forcément pas nous arranger nous, mais effectivement, priorité à la santé. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Donc le Vietnam, qui est aussi une grande place de production actuelle de l'électronique et des composants, qui va être touché et diminué pendant quelques temps jusqu'à ce que ça se rétablisse et qu'il repasse dans un seuil épidémique plus bas. Donc voilà, vraiment je vais pas tout vous détailler, mais c'est long et ça se justifie à l'infini et ils sont en galère. On le sent fort qu'ils sont en galère, mais ils peuvent rien faire d'autre et on comprend très bien pour le coup qu'ils peuvent pas se délocaliser du jour au lendemain. Clairement, ce n'est pas possible. Donc voilà, il faudra attendre. Et du coup, dans le même temps, on a Intel qui, eux, sont en train de prendre un clou et de l'enfoncer dans le problème. Et ils insistent sur le fait que oui, il y a des problèmes et potentiellement ça va pas se résoudre tout de suite. Et d'un autre côté, ils annoncent avec fierté investir beaucoup d'argent dans une production
une nouvelle production accentuée chez eux et pourquoi pas la possibilité de passer des nouveaux contrats avec eux pour leur acheter des composants. Donc voilà, hein, certains sont en galère, d'autres essayent de faire du beurre sur la situation. C'est pas nouveau et ça a toujours été le cas, mais c'est assez marrant que vraiment pile poil en même temps, on ait Apple et Samsung qui sont en train de galérer et dire que bah, c'est la crise, c'est la galère et qu'ils n'ont pas vraiment de solution possible. Et de l'autre côté, Intel qui dit oui, 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 c'est vachement la crise, mais nous, si vous voulez, on produit des trucs et vous pouvez passer des contrats avec nous, il y a moyen. Donc voilà, hein, chacun fait sa communication comme ça l'arrange, bien sûr, et tout le monde n'est pas dans la même situation. Effectivement, il y a des zones dans le monde qui sont moins touchées que d'autres, comme toujours, hein, de toute façon. Donc personne n'est jamais logé à la même enseigne, et chacun essaye de tirer la couverture de son côté, comme d'hab. Petit point recharge de smartphone et quelque chose qui m'a fait d'un côté beaucoup marrer parce que je comprenais et de l'autre côté un peu peur parce que les gens ne comprennent pas forcément. Xiaomi qui nous présente son hypercharge avec une technologie révolutionnaire qui recharge un smartphone en 8 minutes. Vous avez bien entendu, 8 minutes. Et bon, on n'est pas sur de la maxi batterie, mais on est quand même sur de la vraie batterie de 4000 mAh. Donc voilà, 4000 mAh. Sauf que l'histoire là-dedans, bon, bien sûr, on est avec un câble, on est une recharge par câble, hein, faut pas déconner non plus. Mais on est surtout à 200 watts. Et ça, c'est quand même beaucoup. Donc, petite pub, on nous dit qu'on a 10% chargé en 44 secondes et 100% en 8 minutes. Incroyable, mais on envoie du 200 watts dans la batterie. Alors oui, elle va être vite rechargée, ça, forcément avec du 200 watts. Par contre, elle va aussi vite mourir si à chaque fois que vous la rechargez, vous lui filez du 200 watts. Euh, c'est effectivement le moyen qu'ont trouvé beaucoup d'entreprises chinoises. Les fabricants de smartphones chinois ont beaucoup travaillé là-dessus, ou en tout cas sorti des chargeurs pour aller très vite et du coup avoir des, euh, des grosses puissances. Sauf que bah, en échange de cette recharge ultra rapide, qui est vraiment ultra rapide, hein, 8 minutes c'est incroyable pour 4000 mAh, oui. Mais du coup, votre batterie va prendre un sacré coup à chaque fois que vous la rechargez et sa durée de vie va être forcément réduite par rapport à une recharge moins puissante qui va forcément mettre plus de temps. Donc attention, la promesse est énorme, la promesse de la recharge rapide est normalement respectée, mais vous échangez cette recharge rapide contre de la durée de vie de votre batterie, plus que si vous laissiez votre téléphone chargé pendant la nuit à son rythme, tranquillement. Donc il faut aussi avoir ça en tête quand on voit des technologies de recharge rapide. Attention, en général, sauf révolution, on est sur de l'échange recharge rapide contre baisse de durée de vie de votre batterie. Il faut le garder en tête et j'ai quand même peur de me dire que quelqu'un qui utilise son téléphone avec ce chargeur de 200 watts tout le temps que va durer sa batterie, je pense que vous allez vite, il y a moyen de vite regretter, vraiment. On continue avec le Computex et là beaucoup d'annonces forcément, hein. Le Computex c'est un truc assez énorme. On va pas tout dire parce que encore une fois j'ai pas le temps. Mais on commence par les conférences, les grosses conférences qui vont arriver, notamment cette nuit ou ce matin très tôt pour les gens qui dorment pas beaucoup, avec AMD qui aura une conférence à 4 heures du matin pour nous. Oui, hein, c'est à Taïwan, le Computex, donc c'est calé sur le fuseau horaire de Taïwan qui est très éloigné du nôtre. Donc honnêtement, moi je dormirai à cette heure-là, clairement. On y attend quoi? On y attend forcément plus du matériel mobile, hein, côté AMD avec
des cartes graphiques mobiles, peut-être des processeurs mobiles aussi. Pourquoi pas des RX 6600, mais ça, pas sûr. Un gros truc que j'attends, c'est le Fidelity FX Super Resolution, le concurrent du DLSS de Nvidia, qui en plus est censé être compatible avec à peu près tout le matériel du monde. Donc je me renseignerai bien sûr à mon réveil, mais à 4 heures, il y a zéro chance que... Il n'y a pas zéro chance, mais il y a très peu de chances que je sois réveillé, et en vrai, il y a quasiment zéro chance que j'ai envie de regarder si je suis réveillé à 4 heures du matin. Mais si certains d'entre vous sont sur des horaires décalés ou insomniaques, bah, vous avez une conférence à 4 heures. Peut-être que vous y apprendrez des choses, ou au moins vous travaillerez votre anglais. Sinon, un peu plus raisonnable comme horaire, mais j'avoue que ça reste compliqué pour moi. 7 heures du matin, on aura Nvidia qui, eux, nous annoncera avec certitude les 3070 Ti et 3080 Ti avec normalement un prix donné qui ne sera pas celui réel quand vous voudrez acheter une de ces cartes. Déjà, si vous pouvez acheter une de ces cartes. Et sûrement un petit point sur le LHR qui est le bridage pour miner de l'Ethereum sur les nouvelles versions des cartes déjà sorties. Est-ce qu'on aura d'autres choses? Je ne sais pas. J'espère en vrai. Je croise les doigts pour qu'il y ait autre chose que ça parce que ça ferait un peu déjà un peu léger et un peu rien de nouveau parce qu'on connaît déjà toutes les caractéristiques, que ça soit la 3070 Ti ou 3080 Ti, mais aussi les caractéristiques de base du LHR, vu qu'on a déjà vu des tests du LHR sur les nouvelles cartes. Donc j'espère honnêtement qu'il y aura d'autres trucs. Ça, on le saura qu'après cette conférence. Et on détaillera ça demain, bien sûr, en y prenant le temps, s'il y a eu de la matière. On passe dans le matériel qui a été annoncé. On commence avec Team Group qui nous montre de la RAM ici, de la DDR4. Hein, on n'est pas encore sur la RAM DDR5. Mais voilà, hein, 8 x 32 Go, un look assez simple, jusqu'à 3600 MHz. On n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, mais petit point spécial, c'est quand même garantie à vie. Et il y a de la RGB. Donc, donc voilà, je m'attendais à forcément quelque chose d'un peu plus impressionnant de la part de Team Group, qui en général nous montre un peu le futur. Ici, pas trop, on est juste sur un kit de 8 x 32 Go de RAM, ARGB, 3600 MHz, mais garantie à vie. Ça, c'est une vraie sécurité. On continue avec du SSD et de la RAM aussi. Un bundle annoncé pour miner du Chia, annoncé par PNY. Honnêtement, je sais pas, je comprends pas trop cette façon de communiquer. Un bundle SSD RAM, donc avec un SSD de 2 Tera NVMe et un kit de 32 Go de RAM 2666 MHz. Donc donné pour 21 plot, je sais pas, qui est la capacité de... En gros, un plot, c'est un truc pour miner du Chia. Et c'est le truc minimum. Je sais plus combien c'est. Mais c'est le truc minimum. Et ensuite, vous avez... du coup, plus vous avez de plots, plus vous avez de chances de miner du Chia. Donc voilà, je vous avoue que je sais pas trop qu'est-ce que ça vient faire là, à part surfer sur la mode de cette nouvelle crypto-monnaie. Étant donné en plus que ce SSD, qui pour le coup est classique, notamment en termes de durée de vie, va forcément mourir assez vite, parce qu'on a vu que les SSD classiques ne sont pas faits pour miner du Chia et ne sont pas faits pour tourner H24, sinon ils ne vivent pas longtemps. D'ailleurs, certains ont choisi de lancer des, des SSD avec des durées de vie accrues, où là, par exemple, on est à 3600 Teraoctets écrits. On passe à plutôt 12 000
donc, donc 4 fois plus. Voilà, qui serait plus adapté et ça donnerait un appareil qui pourrait tenir dans le temps là où les SSD classiques qu'on a actuellement n'ont pas des durées de vie assez longues pour, être rentable. Enfin, pour être rentable, je sais pas, mais pour être acceptable en tout cas pour miner du Chia. La plupart meurent en 40 à 80 jours. Donc ça fait mal. Ça fait mal de cramer un SSD en 40 à 80 jours. Autre petit SSD, et là on ne l'annonce pas pour miner du Chia, mais en vrai certains pourraient y penser. Encore une fois, il n'a pas une durée de vie très grande, donc c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, il n'a pas une durée de vie très grande vu sa capacité. On est sur un SSD NVMe de 8 Tera, garantie 5 ans de Team Group. 8 Tera hein, quand même. On est sur du débit classique PCI Express 3.0, 3400 et 3000, même des débits plutôt élevés pour du 3.0. Durée de vie seulement 1800 Teraoctets écrit, c'est pas beaucoup, mais du coup en termes de capacité, c'est vrai que c'est assez énorme, 8 Tera. Ça intéressera, je pense, pas mal de gens. Là, clairement, ça permet d'avoir dans ce tout petit SSD 8 Tera de stockage de quoi upgrade votre capacité de stockage de manière conséquente. On n'a pas de prix, hein. Non, on n'a pas de prix. Dommage, j'aurais bien aimé savoir combien ça coûte. Ça doit être plutôt cher, hein, tout de même. Faut pas se mentir, ça doit être plutôt cher. Et j'imagine dans un premier temps, peut-être un peu plus réservé aux professionnels que aux communs des mortels. Allez, on continue avec ce qui a été présenté au Computex et ce petit kit de water cooling que j'aime bien. En plus, c'est EK qui nous fait ça, donc forcément, c'est les boss, donc ils régalent toujours. On est ici sur le EK Nucleus All-in-One avec du RGB et un petit écran sur le waterblock. Ça me régale à chaque fois. Je sais que ça sert à rien. Souvent, on le paye très cher, mais je trouve ça assez génial tout de même. Plus les ventilateurs ont l'air plutôt top quali. Et cet écran, waouh. De toute façon, EK, c'est des boss. Mais ça devrait être plutôt cher. Hein. EK, c'est pas trop. En général, c'est pas trop dans le matériel ultra accessible. Mais parfois, ils ont quelques trucs qui font un peu un compromis performance-prix intéressant. Ça reste toujours axé haute performance. Hein. Dernier matériel présenté, qui a été annoncé au Computex, que je vous présente. Ici, le ASRock Desk Minimax. On est sur un format très très chelou. Vraiment très chelou. Ça ressemble à une espèce de table de chevet. Format tout petit. Hein. En vrai, c'est pas grand. Regardez les dimensions. On est sur quelque chose de plutôt compact. On a l'avantage d'avoir ici une baie où on peut mettre au choix une carte graphique, une vraie carte graphique, pas les plus grandes, mais une vraie carte graphique tout de même. Un lecteur 5,25 pouces, donc CD ou lecteur de cartes ou je sais pas quoi qui existe d'autre en 5,25 pouces, ou alors plus classique, un disque dur, ce genre de truc. On a dedans une carte mère et une alimentation. Une carte mère qui vous permet d'avoir des APU AMD Ryzen de série 2000 à 5000, donc plutôt une large compatibilité. Et une vraie carte graphique. On a une alimentation de 500 watts incluse. Donc vous voyez, vous pouvez avoir une vraie carte graphique, mais pas toute non plus, parce que seulement 500 watts. Donc les 3090, faut oublier. De toute façon, je pense pas qu'il y ait une 3090 qui rentre là-dedans. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas mettre ni carte graphique, ni lecteur 5,25 pouces, ni disque dur, vous pouvez mettre un radiateur de water cooling si c'est votre kiff. Donc honnêtement, c'est plutôt cool en termes de compatibilité. C'est ultra compact. On a toute la connectique qu'il faut. Hein. Vous voyez ici de l'USB, même de l'USB-C. En vrai, c'est plutôt malin. Capacité de quasiment 10 litres.
mais un format ultra compact. Je trouve ça pour le coup vraiment intéressant. Il y a une vraie idée, un gain de place, une compatibilité étendue et un design forcément très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça fait aussi un peu, je trouve que ça ressemble aussi un peu à un frigo, mais bon, ça c'est mon point de vue. Après le Computex, on va voir vite fait des bureaux. Des bureaux ici, le Cougar Mars Pro 150 avec vous voyez, du RGB, de la connectique. Pour le coup, il y a de l'idée dans la connectique et j'aime beaucoup. Alors je sais plus où ils disent ça, mais ce découpage là je trouve ça marrant. Mais bon. D'un point de vue connectique, ici, on a un petit truc qui est plutôt intéressant. On a une prise en USB-C qui est fait pour de l'affichage vidéo. Et en gros, on a... Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est où? Voilà, on a un port USB type C vers HDMI. Donc, pour les écrans qui ne sont pas compatibles directement USB type C, bah, vous avez un adaptateur inclus dans votre bureau. Même si Cougar nous dit qu'il faudra utiliser le câble fourni par eux, sinon ça ne marche pas. Donc l'idée est plutôt pas mal. Après le RGB sur les côtés, je sais pas. C'est assez grand. On n'a pas de prix et en vrai c'est ce qu'on aurait aimé quand même le plus savoir. Mais ça semble intéressant et je trouve l'idée de l'affichage plutôt pertinente. Pas adapté, enfin pas pour tout le monde forcément, mais plutôt pertinente. Deuxième bureau est là pour le coup plus classique, même si on va chercher du RGB de partout. Nous en termes de design, on est vraiment sur une plaque, tout ce qui est le plus classique. On a ici une petite boîte pour mettre vos câbles, voilà, si ça vous intéresse. Et on a de la connectique. Alors, on la voit pas très bien, mais je crois que c'est là qu'elle est la connectique. Honnêtement, mon avis sur ce bureau, peut-être un peu trop de RGB. Sinon, c'est très très classique. Et encore une fois, on n'a pas de prix. Et honnêtement, c'est ce que j'aurais aimé le plus savoir, surtout pour ce modèle très classique de Xigmatech Bureau Apex. Peut-être un peu trop de RGB. Un objet chelou, je vous en avais parlé. Incroyable, c'est ceci. Ce n'est pas une enceinte ni une barre de son. C'est pour vous refroidir les mains. Donc petit ventilateur à main, ils ont appelé ça le Desk Cooler, le Thermaltake Argent DS100 Desk Cooler, donc pour vous maintenir les mimines au frais. En vrai, pourquoi pas, hein, pour les gens qui ont des problèmes de main moite ou qui sont dans des pièces pas super aérées, ça peut avoir un intérêt. Autant dire que ça devrait coûter plutôt cher à mon avis, à voir. Mais et aussi il faut voir la consommation, les petites bandes LED qui régalent. Mais période de canicule, c'est pas pire que la clim, hein, vous savez. Ça peut être un gain pour les gens qui ont des problèmes de main moite. Ça m'a fait marrer, il fallait que je vous le présente. Tout petit prix ici, des souris disponibles en 3 coloris de chez Sharkoon, la Shark Force 2, une souris qui est disponible à moins de 15 €, donc 14,99 et parfois 10 € ou 9,99. Des souris qui font des compromis, hein, forcément, à ce prix-là. On n'est pas sur le top de la souris gaming, on est sur quelque chose de tout juste correct pour du gaming, mais on est à 15 € ou moins, et ça, c'est assez incroyable. Si vous avez vraiment envie d'aller chercher des performances, n'achetez pas ça. Mettez quelques euros de plus, et pour 20, 30, 40 €, vous avez quelque chose qui est bien plus apte et qui coche bien plus de cases pour le gaming. Mais pour les tout petits budgets, on est quand même sur quelque chose d'ultra accessible. Une souris à brandé gaming pour moi, moins de 15 €, ça arrive assez rarement.
On est bien sûr sur des caractéristiques assez petits, hein. On est plus sur du bureautique plus que du gaming réel. Petit défaut pour moi, c'est le fait qu'elle ne soit pas ambidex. On a un design, on le voit pas bien ici, mais on a un design totalement pour les droitiers. Ça, c'est un peu dommage. Mais moins de 15 euros, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup. Donc si vous avez vraiment pas envie de mettre beaucoup d'argent dans votre souris, cette souris est peut-être faite pour vous. Si vous voulez une souris pour jouer, mettez 30 euros et vous aurez quelque chose qui cochera déjà pas mal de cases. C'est pas la meilleure. C'est vraiment du produit très access. Et du coup, bah, on rogne sur les caractéristiques. Et on oublie tout ce qui est premium, que ce soit en termes de caractéristiques ou même de matériaux, finition, hein. On va être sur du plastique assez basique. Mais moins de 15 euros, c'est quand même assez attractif comme prix. On passe sur un boîtier qui est pour le coup à un prix moins attractif. Un boîtier NZXT, le CRFT08. Donc un H510 custom, mais fait par NZXT. Ici, voilà, on est sur l'esprit l'esprit viking, Assassin's Creed, tout ça, hein. Bien sûr. Il est disponible à 250 euros bientôt. Édition limitée. En vrai, je trouve. Alors, moi, je vous avoue que c'est pas trop mon style, mais je le trouve plutôt joli. Et je le trouve pas si cher que ça. Alors, faut remettre dans le contexte. Les boîtiers NZXT, ils sont pas spécialement abordables, déjà, premier point. Et là, en plus, on est sur une édition limitée custom voilà, un peu différent de ce qui se fait d'habitude. Et 250 euros pour quelque chose en édition limitée, je trouve pas ça ultra choquant. Là où, de base, le boîtier NZXT coûte cher. Donc, si vous êtes fan du design, en vrai, c'est plutôt sympa. On passe du coup à la fin et avec les cartes graphiques, on commence par un support de carte graphique, un support plutôt intelligent. Vous voyez ici, support, là il semble tout ce qu'il y a de plus classique. On a un peu de RGB pour faire joli, mais voilà, rien de plus transcendant. Mais en fait, on a une petite astuce. On y a intégré des supports pour des ventilateurs pour augmenter le refroidissement au niveau de votre carte graphique. On peut mettre des ventilateurs de 80 ou 92 mm. Voilà, ici, c'est dit. Donc si votre carte graphique manque un petit peu de refroidissement, ça peut être un bon moyen de le faire de manière jolie, efficace et sans que ça soit disgracieux dans votre config. Je trouve ça plutôt malin. Bon, il faut avoir la place forcément comme tout le temps avec les supports, mais ça a l'air plutôt sympa et l'idée de rajouter des petits ventilos, je trouve que voilà, ça rend la chose encore plus utile. On finit avec les vraies cartes graphiques et le LHR qui a été testé après la 3060. On a la 3080 Ti avec des tests qui montrent que voilà, on perd quand même beaucoup de performance. On avait vu sur la 3060, on passait de 40 MHz à 22 MHz. Et sur la 3080 Ti, qui est du coup qui va être vendue comme la carte ultime pour le gaming, on passe de 90 à 58, donc de quoi refroidir beaucoup de mineurs à acheter ces cartes, en tout cas s'ils ne trouvent pas de moyen de contourner le bridage, vu que ce sont des cartes qui coûtent très cher, et si on les bride et que du coup elles sont moins rentables, et bah elles deviennent compliquées à rentabiliser, et j'imagine qu'ils auront tendance à se tourner vers d'autres produits, notamment pourquoi pas des 3090 qui elles ne seront jamais bridées, qui sont aussi très chères, mais jamais bridées. Autre petit point, oui, on nous dit par exemple, avec une 3060, 1,3 $ par jour, indexé sur le cours de l'Ethereum en ce moment, bien sûr. Et une 3080 Ti, on est à 4 $ par jour, donc par jour, 24 heures. H24, machin. Qu'est-ce que j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave.
Toc toc toc. Et oui, si, bien sûr, on attend aussi une disponibilité sur les cartes dédiées au mining pour soulager la filière gaming. Ça, il faut. On finit avec le stock rapidement. Pop, pop, pop. Comme d'hab, on n'a pas de cartes Nvidia. Franchement, les cartes Nvidia, il y en a de remis en stock de temps en temps, mais ça ne tient jamais jusqu'au soir. Jamais. Et du coup, on n'a que des cartes AMD Custom avec la moins chère, la 6700 XT ASRock qui est toujours là à 950, qui est la moins chère des 6700 XT. On a la version plus chère à 1180 qui est plus grande aussi. Petite nouveauté, on a les 6800 et 6800 XT qui se ramènent et vous voyez ici que les premières 6800 sont moins chères que certaines 6700 XT, hein, incroyable. Les prix sont toujours très élevés. Du coup, 6800 ici de chez Gigabyte, grand format, premium, enfin version premium, du coup Aorus, toujours 6800, et Gigabyte pour une 6800 XT. On a toujours les 6900 XT aussi, on en a celle-là qui est toujours la moins chère à 1800 de chez Saphir. On a la Aorus qui est nouvelle, qui est à 2200, qui est très chère, mais pas la plus chère, parce qu'on a les Saphir et MSI qui sont encore plus chers à 2600 et 2650. Toujours très élevé les prix et toujours pas de Nvidia. C'est quand même, il y a quand même beaucoup moins d'attrait pour ces cartes AMD que pour les cartes Nvidia, et c'est assez étrange. En fait, je me demande pourquoi personne les utilise pour miner alors qu'elles sont disponibles. Bon, elles sont très chères, oui, mais les cartes Nvidia aussi, non? Et celles-là, au moins, elles sont disponibles. Donc, je sais pas. C'est une vraie question que je me pose. Et si quelqu'un voit ce passage et a la réponse, je suis preneur, vraiment. Ou même un début de réponse, je suis aussi preneur. En tout cas, on conclut là-dessus. Ne vous inquiétez pas, demain, on aura des nouvelles normalement un peu plus intéressantes sur les cartes graphiques, vu qu'il y a des annonces AMD et Nvidia demain matin, ou demain matin très tôt et demain matin un peu moins tôt. On aura ça à traiter demain, du coup ce sera un peu plus joyeux que juste les stocks et les prix indécents. J'espère que vous avez apprécié ce premier point actu hardware de la semaine. Point actu hardware chargé forcément avec pas mal d'annonces, et il risque d'être chargé quasiment toute la semaine à cause du Computex, mais j'aime les conférences comme ça. En plus là, j'espère qu'on aura des trucs intéressants à traiter, et aussi, comme souvent lors de ces gros événements, un petit aperçu du futur que nous réserve l'informatique. Ça, j'ai hâte. On se retrouvera demain pour la suite. Merci d'avoir regardé et à demain.